Bonjour Lisa, bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Dans ce deuxième épisode avec Aurore Bouter, maître artisane verrier, nous parlons de transmission, d'inspiration, de recherche et de reconversion. Par son approche, Aurore souhaite réinventer le rapport au verre que nous avons. Elle nous sensibilise sur l'importance d'ouvrir les yeux sur notre monde pour découvrir des métiers. Aurore est un soleil et je suis heureuse qu'à travers ce podcast, elle fasse rayonner son univers. Belle écoute! Bonjour Aurore et merci de m'accueillir dans ton atelier. Aurore, tu es maître artisane d'art verrier. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec ce métier ? Alors, je vais pas faire très original comme beaucoup aujourd'hui. C'est suite à une reconversion. Moi, je découvre les métiers d'art assez tardivement, vers 28-29 ans. Je m'intéresse au départ à la feuille d'or. Et donc, je vais commencer par m'initier à la feuille d'or. Je vais l'associer au verre. Et puis, au moment où je fais l'association avec le verre, je sais pas, il y a un espèce de déclic qui se fait où je me dis... j'aime beaucoup l'association des deux. Et tout d'un coup, je me rends compte que bien, je ne connais pas le verre. Et donc, à ce moment-là, mon frère me parle des Greta pour adultes. Je dis OK. Lui me dit, t'as qu'à passer ton CAP d'horreur. Et je dis, je suis pas sûre. Et je vais finalement faire les deux portes ouvertes des deux grandes écoles de verre. Il y en a d'autres, mais il y en a surtout deux qui sont très connues en France, qui sont un, le CERFAV, et deux, l'École nationale du verre à Yzeure, à côté de Moulins. Et c'est la seconde que je vais choisir pour apprendre le verre. Et donc, je vais faire un CAP en 1 an de décorateur sur verre, puisque c'est comme ça qu'on nomme quelque part ceux qui travaillent le verre plat. Ensuite, je vais enchaîner avec 2 années de diplôme des métiers d'art, donc ce qu'on appelle un DMA, et ou aujourd'hui qu'on appelle DNMAD. Donc voilà. Est-ce que tu peux revenir sur les Greta pour adultes ? Parce que je suis pas sûre qu'on en ait déjà parlé. Les Greta pour adultes, alors en fait, en tant qu'adulte, on a le droit de refaire des formations. Et donc, il y a des organismes qui sont spécialisés dans cette formation pour adultes. Et donc, un des organismes, c'est ce qu'on appelle le Greta, qui se trouve partout en France. Et c'est eux qu'on va solliciter pour intégrer une formation en tant qu'adulte. Voilà. Donc tu fais cette formation et après ? Et après, en fait, à l'époque, j'étais à Paris, donc je quitte Paris pour Moulins pour ces 3 années. Derrière, j'enchaîne sur un stage à l'international pendant 4 mois à Bangkok. Et puis après, je rentre chez ma maman qui habite à Pau, dans le sud-ouest. J'ai 35 ans et je me demande qu'est-ce que je vais faire, comment je le fais. Donc, je vais investir dans parce que ça demande un petit investissement au départ au niveau des machines. Donc, je vais acheter mes premières machines, mon premier four. Et puis là, c'est, on va dire, un peu le saut dans la grande page du vide, la grande page blanche, en se demandant mais qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, avec mon compagnon, on est en Bretagne. Et donc, je travaille dans mon garage et on va dire les prémices de la collection Jungle Urbaine voient le jour là-bas. Et puis le premier confinement arrive. Juste avant, on fait un saut sur Marseille. Pour ma part, je tombe amoureuse de la ville. Ça manquait d'urbain. J'adore la Bretagne, c'est très beau, mais voilà, moi, j'ai besoin de quelque chose, on va dire, de plus tumultueux. Et en ça, Marseille me correspondait assez bien. On avait choisi en fait de déménager à Marseille, et donc on va déménager juste à la sortie du premier confinement. Voilà, on arrive sur Marseille le 12 juin pour être exact. Je vais visiter un atelier partagé, et de là, en fait, les choses vont s'enchaîner. C'est-à-dire, je mets en place le process créatif de la collection. Les dernières choses sont finalisées. Le fait d'être aussi avec beaucoup, comme je suis dans un atelier partagé, en fait, il y a aussi des menuisiers, des ébénistes qui sont autour. Ça va me permettre, en fait, de nourrir ma curiosité et de m'ouvrir beaucoup aux autres matériaux et de comprendre, en fait, comment les aborder. Par exemple, le totem lumineux de Skyline, c'est un plaquage en noyer. C'est parce que Gigi Design en face faisait à l'époque beaucoup de plaquages,
Et c'est eux, quand je les vois avec leur petit fer à repasser, où je me demande qu'est-ce qu'ils fabriquent à repasser du bois. Et en fait, c'est là où ils m'expliquent le plaquage que je ne connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que, par exemple, le plot lumineux va être finalisé esthétiquement. Donc voilà, c'est plein de petites choses mises bout à bout. Et puis en janvier 2022, la collection, donc c'est la dernière pièce Time qui sort de l'atelier, et en même temps la première exposition à Paris avec Expérience collective Catherine Paoli, où je participe à sa première édition. Et puis de là en fait les choses vont s'enchaîner. Le chemin que tu as parcouru en 3 ans, et tu as fait beaucoup de choses et tu as atteint beaucoup d'objectifs en 3 ans. Et j'ai même réussi à mettre au monde un bébé. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Et en plus de ça, on rajoute le fait que tu es devenue maman. Oui, oui, oui. C'est très drôle parce que presque le développement de l'atelier correspond quasiment au moment où mon fils voit le jour. C'est assez fou comme ces deux choses sont presque concomitantes. Enfin, c'est... Ouais. Ouais. T'as accouché de 2 bébés. Exactement, mais complètement. Souvent, quand on me demande est-ce que tu as envie d'un deuxième enfant, et je suis là, genre non, en fait, mon deuxième enfant, je l'ai déjà, ou en tout cas, c'est le premier. C'est mon métier, c'est mon atelier, et ça, je le sacrifierai pour rien au monde. C'est très beau. C'est très beau. Je voulais te poser la question de savoir, Bangkok, ça consistait en quoi tes 4 mois là-bas? Donc pendant que je faisais mon DMA, donc on nous a beaucoup mis sur l'ordinateur, on va dire. J'ai presque découvert personnellement l'ordinateur extrêmement tardivement aussi, en tout cas avec les capacités de l'ordinateur. Donc voilà, on nous a initiés à tous les logiciels PAO, et il y avait aussi une partie 3D. Seulement, voilà, moi j'avais, on peut pas tout intégrer d'un seul coup, et on va dire la 3D était vraiment la partie que je comprenais pas. Je pense que mes camarades de classe s'en souviennent très bien, et un de mes profs aussi. J'avais toujours la main levée, je comprenais même pas le vocabulaire quand on me disait extruder une forme. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'il dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en même temps, je comprenais la portance et l'importance en fait de maîtriser tout ça. Et donc quand j'ai terminé mon DMA, je me suis dit OK, en fait, là où tu pêches, là où vraiment en fait il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas du tout, c'est la 3D. Et donc je me suis dit bon ben OK, tu vas voilà, moi j'ai toujours été très tournée vers l'architecture de manière générale, et donc j'avais envie de développer cette compétence, et donc je suis partie dans un cabinet d'architecture d'intérieur à Bangkok pour apprendre la 3D. D'accord. Je voulais te poser une question, mais en fait, je vais faire la transition avec la prochaine question. Peux-tu nous raconter ta relation avec ton métier aujourd'hui? Et donc ma question était, est-ce que tu te sers de la 3D dans ton métier aujourd'hui? Oui, oui, je me sers de la 3D dans mon métier aujourd'hui. Par exemple, je fais un peu parfois de mobilier d'intérieur. Donc en fait, pour comprendre et mettre en place ce que j'ai dans ma tête, j'utilise la 3D, ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu crées aujourd'hui? Comment tu vis ce métier? Quel est ton quotidien? Quelle est ta relation avec ce métier aujourd'hui? Passionnel. C'est beau. Oui, oui, oui. Donc en fait, je suis à l'atelier quasiment tous les jours, même si aujourd'hui, finalement, je finis par plus franchement toucher du verre. Je suis plus, j'ai plus la casquette d'entrepreneur aujourd'hui que d'artisane, et je trouve que c'est important aussi de le dire. Il y a eu toute la mise en place du processus créatif pour créer cette collection, mais aujourd'hui, en fait, il faut aussi que jungle urbaine. Donc en fait, ce sont 3 typologies de pièces d'art. Donc on va trouver Skyline, qui est une sculpture lumineuse immersive, Canopée, qui est un triptyque de sculpture florale, et puis Time, qui est également une sculpture florale. Toutes les 3 sont des clins d'œil aussi quelque part à mes voyages d'enfance, puisque moi j'ai essentiellement vécu à l'étranger jusqu'à l'âge de mes 16 ans, et puis à l'architecture donc par lequel j'ai été baignée. Et puis aujourd'hui, en fait, le but, c'est aussi d'implanter cette collection. Donc aujourd'hui, en fait, je suis beaucoup sur la route pour faire des salons, pour présenter la collection, me rendre compte qu'elle plaît. Et donc en fait, il y a aussi un rapport très entrepreneurial, dans le sens où c'est beaucoup de dossiers de candidature, c'est apprendre à parler de son travail, c'est apprendre à le mettre en forme au-delà de l'aspect pièce d'art. C'est tout ce qui va accompagner ces pièces, que ce soit la présentation de l'atelier. Enfin tout ça, en fait, c'est aussi beaucoup de travail à côté. D'accord.
Donc ce que tu dis en fait, c'est que aujourd'hui, donc toi tu fais tes propres créations, c'est surtout des soliflores et des totems lumineux. Mais t'as pas que des soliflores, t'as aussi des œuvres d'art. Oui, parce que ce que tu appelles soliflore, pour moi, en fait, c'est ce que j'appelle des sculptures florales, hein. D'accord. Parce qu'en fait, les pièces, c'est la manière dont je travaille, c'est-à-dire de faire en sorte que les pièces, en fait, se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire, accessoirement, ça peut être un soliflore. Mais accessoirement. En fait, la manière dont les 3 pièces de la collection Jungle Urbaine ont été construites, c'est d'abord des pièces d'art et ensuite, je leur ai gardé une part de fonction, mais qui est plus présente en termes de clin d'œil, d'accessoires, de se dire j'ai envie de pouvoir glisser une fleur et en fait c'est possible. Mais d'abord, cette pièce en fait peut continuer de trôner sur une étagère et pas être rangée comme souvent il y a aussi ce rapport quelque part au soliflore ou Hmm. au vase, c'est-à-dire en fait j'ai pas de fleurs donc en fait je range Oui. cette chose-là, enfin cet objet-là. Alors qu'en fait là le but c'est que la pièce soit là et accessoirement on peut, en fait c'est l'idée inverse. Oui, je vois. Voilà. T'as une relation à ton métier où t'es plus dans la création, mais t'es pas dans la prise de commande et dans le brief client où le client va te dire, bah, moi j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me le faire avec ton orientation artistique? Toi, tu crées et ensuite tu vends. Oui, aujourd'hui, je crée et ensuite, je vends. J'ai fait un peu d'aménagement, d'intérieur avec, l'atelier, Wood and Cook et à ce niveau-là, on était plus dans la seconde partie, ce que tu appelles le brief client, c'est-à-dire, voilà, la prise de commande où, on a fait un garde-corps, des claustras, d'intérieur, donc associant, métal, et verre et donc là, cette fois-ci, verre cémenté, puisque c'est ce que je travaille essentiellement à l'atelier. Et c'est un truc que t'as envie de développer ou c'est arrivé et c'est tant mieux, mais pas forcément envie d'aller dans ce sens-là? C'est quelque chose que j'ai envie de développer, ouais. J'aimerais bien utiliser les savoir-faire pour aller plus loin. Quelque part, c'est ce que permet aussi parfois un peu la collaboration. Mais oui, aller plus loin dans l'architecture d'intérieur ou dans de l'objet usuel, mais beau. Du bel objet usuel, oui, ça j'aimerais bien. On a hâte de voir ce genre de choses. Je pense que ça peut être très très beau. En petit aparté là, mais du coup j'ai la table sous les coudes. Ouais. Franchement, tu vois genre c'est grave la mode des verrières, tu sais qui on change dans les apparts, on change les murs par des verrières. Ouais. Mais ce verre dans une Ouais. verrière, c'est trop beau. Mais moi j'adorerais. Moi je suis désespérée de voir du verre transparent. Du verre nul. Oui, mais parce qu'en plus, alors, premièrement, le verre est pas forcément transparent. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi que, finalement, on lui a donné. Pour ma part, par exemple, mes 2 grands noms d'inspiration, j'ai Sarkis avec l'abbaye de Silvacan. Il va recréer ce qu'on appelle des vitraux contemporains, dans le sens où il va pas y avoir de plomb. Il va utiliser une technique, donc la cémentation, qui est la technique aussi, et c'est comme ça que je me suis beaucoup intéressée à elle. Donc il y a une technique de peinture sur verre, on va dire ça très rapide et de manière très vulgarisée, de peinture sur verre, donc avec des oxydes métalliques. Donc on a le jaune d'argent et le rouge de cuivre, et il n'en existe pas d'autres, et qui ont cette particularité, de pénétrer la couche superficielle du verre, 2, d'être sensible à la lumière. Donc en fait, quand la lumière va passer au travers de la cémentation va se projeter. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans la sculpture Skyline. Mais donc lui en fait va créer ces vitraux et en fait va poser des milliards d'empreintes de doigts qui sont trempées dans du jaune d'argent et qui sont recuits. Et donc en fait ça, quand le soleil passe et quand on va à l'abbaye de Silvacan, il y a quelque chose en fait où tout d'un coup on a je sais pas, comme des milliers de petits scintillements dorés qui rentrent dans l'œil. C'est voilà, sur cette grande pierre blanche, c'est vraiment très 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 beau. Et le deuxième, c'est un architecte qui s'appelle Francis Soler et donc en fait qui a entre autres fait des logements sociaux rue de Durkheim dans le 13e à Paris. Et en fait, alors là, lui, il va pas utiliser de la peinture sur verre, c'est plus de la sérigraphie. Pour autant, en fait, il va peindre
sur le devant. C'est-à-dire que quand on arrive devant l'immeuble, on a un immeuble en verre, donc avec des énormes baies vitrées, mais chacune, en fait, est recouverte de motifs. Et donc, en fait, au final, on a un espèce de tableau quand on regarde ça de loin. Et en même temps, quand on est à l'intérieur, eh bien, ça amène à regarder la ville de manière différente, c'est-à-dire c'est une forme de poésie visuelle au travers de laquelle on regarde et en tant qu'habitant, c'est-à-dire en fait chez soi, en fonction de la manière dont la lumière passe au travers de ces baies, eh bien en fait on a une couleur, quelque chose qui est perpétuellement en mouvement, perpétuellement changeant. Moi, je suis extrêmement sensible à ça. Mon rêve, mon idéal, c'est d'arriver à faire ça, de créer des verrières avec cette sémentation et de dire, quand vous êtes chez vous, finalement, la manière dont le soleil va rentrer chez vous, ça va changer complètement ce que vous vivez et votre intérieur. Et en fait, finalement, on renouvelle tout en ayant toujours la même chose. C'est ça que je trouve très beau. C'est profiter de ce que la nature nous donne pour faire évoluer un objet que toi tu réalises. Ben, on invite les gens à ajouter des verrières qui ont du sens. Oui, comme je le disais dans le précédent épisode, je crois qu'en fait, dans le verre plat, c'est extrêmement méconnu. C'est-à-dire qu'en fait, ce verre industriel, comme je disais, ce verre parfait, le verre flotte, en fait, maintenant qu'il est là, on fait plus que ça. En oubliant qu'en fait, il existe plein de choses dans le verre plat. Que c'est pas genre juste du verre basiquement transparent. Dans les idées reçues qu'on a sur le verre, je rebondis par rapport à l'épisode précédent, on me dit souvent « Ah, mais le verre, c'est fragile ». Alors oui, un verre de 2-3 millimètres, en effet, c'est fragile. On parle tout de suite de verre sécurisé. Et souvent, en fait, j'ai envie de dire, mais en fait, vous voulez du verre sécurisé pour quelle raison? On a appris à faire peur avec le verre. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre comment ou pourquoi. Parfois, où je dis, mais si vous prenez du verre de 8 millimètres ou de 10 millimètres, ben, dans le fond, ce verre, il est déjà très épais. Enfin, pour du verre, c'est déjà extrêmement épais. Si on reste dans de l'intérieur, chez du particulier, d'aller mettre du verre sécurisé. Parce que, avant de casser un verre de 10 millimètres, faut quand même y aller. Et ça fait partie des idées reçues. Et donc, souvent, on arrive en me disant, ah bah oui, mais le problème, c'est que ce qui est vrai, du verre sécurisé, je peux pas le travailler dans mon four, c'est pas possible. Donc, en fait, comme les gens veulent du verre sécurisé, et les verrières font partie de cette typologie où tout de suite, on arrive en disant, ah, mais je veux du verre feuilleté, ou ah, je veux du verre trempé. Et je suis là, genre, mais c'est pour chez vous, il se passe rien. Enfin, il y a des vitraux, ils ont tenu depuis des siècles. Enfin, et tout va bien. Et pourquoi d'un coup on arrive avec cette peur du verre? Ça fait partie des choses sur lesquelles j'aimerais bien lever le voile aussi et d'arrêter de transmettre cette peur du verre. Mais quand tu parles de verre de 8 ou 10 millimètres, pour moi, ce que j'y vois, c'est beaucoup de matière. Et qui dit matière dit lourd et a fortiori dit cher. Alors, lourd, oui. Cher, pas forcément. En tout cas, pas dans le verre flotte. Par exemple, le plateau que tu as sous les yeux, là, c'est du 12. Hein. D'accord. Oui, en effet, je le déplace pas seul, mais pour autant, pour une verrière, je pense que, par exemple, on peut très bien mettre du verre de 5 millimètres, il y a pas de problème. Si c'est pour faire une séparation entre un salon et une salle à manger, je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait mettre du verre feuilleté, à part si bien sûr on m'explique que je sais pas, le principe c'est que ça sert de filet de tennis. D'accord, dans l'absolu, je réponds OK, à ce moment-là, ouais, je comprends. Ou de barrière pour un combat de boxe. Exactement. Donc là, je réponds d'accord, ok, en effet. Bon, pour autant, je pense qu'un verre de 5 millimètres ou de 6 millimètres qui est pas très épais, tout va bien et il se passera rien, quoi. Détachez-vous du verre sécurisé et vous aurez de très belles verrières avec du verre très très beau. Voilà, pour du verre d'intérieur. Voilà, pour de l'intérieur sans problème, avec plaisir. Pour l'extérieur, je reprends les verres sécurisés, c'est utile. Qu'on vienne pas me dire après en disant ah ben oui mais t'as dit que le verre non. Pour l'intérieur, ça n'a pas de vraie utilité. Enfin comme je dis, à part si le principe c'est de transformer son chez soi en ring de boxe. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que par exemple, tu peux pas changer le verre d'une fenêtre, toi. Non, pas du tout. Moi je suis pas miroitière. C'est un autre métier encore. Non mais dans le sens genre si on te dit j'ai envie que ma fenêtre, justement, elle ait les couleurs que tu travailles, tu peux pas le faire. Parce que c'est pas le bon verre. Premièrement, aujourd'hui, de toutes les manières, on est tellement sur le double vitrage. Non, ça, je peux pas du tout le changer. Et aujourd'hui, toutes les fenêtres extérieures, c'est quasiment que du double vitrage, quoi. Et tu peux même pas faire la vitre qui va vers l'extérieur? Non. Tu peux même pas faire ça?
Non, je peux pas parce que enfin là c'est vraiment des fenêtres faites voilà de manière industrielle qui demandent des compétences que je n'ai pas quoi. Ok, bon. Bah déjà l'intérieur, ce serait top. Oui. Et puis en même temps, si on prend bien le double vitrage, si on regarde, je suis quasiment certaine que ce sont des verres de, allez, 4 millimètres maximum. C'est pas du verre très épais, justement. Oui, je regarde tes fenêtres, justement. Ouais, moi, je fais pareil de mon côté et je suis là, genre, sur le double vitrage. Enfin, en fait, c'est ça qui est très, très drôle dans ce rapport au verre. C'est parce qu'en fait, chez soi, on a tous du double vitrage, mais si on prend, on démonte le double vitrage, je suis quasiment certaine que c'est du verre dans le fond très fin. C'est juste 2 verres, on va dire, je sais pas, parce que je me suis jamais techniquement penchée dessus, mais c'est quasiment c'est 2 verres de 3 millimètres avec du gaz au milieu. Oui. Voilà, et personne n'a peur de passer au travers. Tu sais que je suis déjà passée à travers du verre. Oh, J'ai une cicatrice. Le verre m'a fait une cicatrice. oh, J'étais à l'école primaire, donc je devais avoir genre 7-8 ans. Et en fait, mon école primaire, on avait des vieux bâtiments avec justement des portes qui étaient des portes-fenêtres, mais genre, tu sais, le bas était en bois et le haut, c'était du carreau. Mais c'était simple vitrage, en effet. Quand tu fermes la porte, que ça fait glong, 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 tu vois, genre, tu entends à quel point c'est fin, quoi. Et on jouait avec mes copains. On devait passer d'un côté de la cour de récré à l'autre côté de la cour de récré. Il fallait taper l'autre côté pour pas se faire attraper. Et en fait, moi, j'ai tapé et je suis passée à travers la vitre. Je me souviens encore de la réaction de ma maîtresse quand j'ai dit « Maîtresse, je saigne » et qu'elle a vu où je saignais. Et en fait, je me suis coupée au poignet. Et du coup, j'aurais pu mourir, quoi. J'aurais pu me couper une veine importante. Oui. Voilà. Oui. Mais parce qu'en fait, alors c'est marrant parce que tu décris d'ailleurs très bien cette porte, puisque tu dis que en bas c'était du bois et donc en fait en haut c'est du verre, ce fameux verre de 3 millimètres, donc Ouais. qui est pas très épais et en effet un peu brinque-ballant. Oh là là, ça devait être. Elle a tourné de l'œil. Elle était là, et elle s'est évanouie. Heureusement qu'il y avait l'autre maîtresse pour faire on va réagir. Eh ben, tu vois, alors moi, je ne suis pas passée au travers, mais je me suis cassé une dent sur une porte-fenêtre, sur une porte vitrée. Quand ça? Quand j'avais, je sais pas, je devais avoir 6-7 ans, à peu près le même âge que ce que tu me décris. C'était ma première colonie de vacances. Et puis, j'étais très tête en l'air, tête dans la lune, enfin voilà, dans mon monde. C'est pour ça aujourd'hui que par exemple les stickers sont vraiment importants sur les portes-fenêtres pour les bâtiments publics. Et donc en fait, la porte qui était, que je croyais ouverte, était fermée. Un classique. D'où la problématique des verres transparents. C'est parce qu'en fait, vrai. mais oui. Donc, basiquement, je sais pas, voilà. Et en fait, je suis rentrée, mais de toute mon énergie dans cette porte. Donc là, elle était épaisse, c'était du verre, je pense, je pense du 8 ou 10 millimètres, donc je suis pas du tout passée au travers. Mais par contre, donc comme quoi, ça m'a cassé une dent. Et donc sur ma dent de devant, il y en a une, je te montrerai, j'ai un morceau de fausse dent. Voilà, Mais c'était même pas une dent de lait. Non, c'était une dent, une dent vraie. Le seum. T'as en plus 6-7 ans, quoi. Tu viens de les avoir, tes nouvelles dents. Allez hop, ça dégage. Okay. Voilà. Bah voilà, t'as une belle relation avec le verre. J'ai eu une belle rencontre avec le verre. Et des années plus tard, voilà. Est-ce que tu veux que ce soit ton anecdote ou t'as autre chose à raconter? Non, ça peut être une anecdote, avec plaisir, sans souci. Bah, très bien, parce que la prochaine question, c'est l'anecdote. Donc si tu veux, voilà. Je sais pas si t'en avais une autre en tête. Non, mais celle-ci, tu vois, elle était pas prévue, mais ça me va bien. Et on en vient à la question qui est importante pour Histoire d'artisan aujourd'hui. Et je sais que tu auras plein de choses à nous raconter sur cette question. Est-ce que tu peux nous raconter un projet sur lequel tu as fait beaucoup de recherches et ou d'innovation pour atteindre ton objectif? Je crois que pour de vrai, tous. Oui. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, oui. C'est qu'en fait,
C'est des recherches constantes pour atteindre... Complètement. C'est passer son temps à faire de la recherche. Premièrement, pour réussir à retranscrire réellement ce qu'on a dans sa tête. Et puis, même sur les matériaux annexes, on pourrait croire, par exemple, je vais donner l'exemple du socle de canopée qui est du béton. Donc, en fait, tout le monde dira, ah bah oui, mais aujourd'hui, il y a plein de do-it-yourself. Enfin, voilà, c'est facile de faire du béton. Alors, dans l'absolu, oui. Ça dépend pour faire quoi. Ça dépend, par exemple, il y a eu un travail de recherche pour la création du moule. Il y a eu un travail de recherche autour du béton parce qu'en fait, c'est un moule avec deux angles aigus et donc en fait, qui sont les points faibles du socle. Pour autant, le béton, si on veut qu'il devienne résistant, il faut qu'il soit fibré. De là, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches pour finalement trouver du béton qui est, j'ai toujours beaucoup de mal à le dire, polymérisé. Contient du polymère qui va me permettre justement de déstructurer mon béton, de pouvoir lui garder sa bulle ou en tout cas de très peu le taper puisque c'est le principe de ce socle, c'est d'imaginer ce que deviendront nos villes dans 1000 ans. Et donc, j'imagine que le béton sera pas aussi lisse qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, en fait, de vraiment le travailler de manière très aléatoire, tout en lui créant de la résistance et tout en étant résistant. Mais ça, voilà, ça demande, il y a des essais de différents bétons, de discussions avec des uns, des autres pour arriver à trouver ce fameux béton qui me permet aujourd'hui de pouvoir créer des socles tout en préservant la bulle qui va déstructurer le béton, quoi. Ok. Dans le verre aussi, tu as fait de la recherche? Ah oui. Comme je disais, moi, je suis vraiment spécialisée. On va dire la cémentation, c'est vraiment ma technique signature. C'est celle que j'aime profondément. Premièrement parce que je l'applique sur un verre, donc le verre flotte dit industriel, puisqu'elle réagit très bien. Et deuxièmement parce que c'est une technique très ancienne qui date du XIIIe siècle. Et donc en fait, ça me permet d'associer quelque chose de très ancien à quelque chose d'extrêmement moderne et de redonner à voir en fait le verre différemment. Et comme en fait on est limité à 2 couleurs, donc comme je disais précédemment, le rouge de cuivre et le jaune d'argent, eh bien grâce à mon four, en fait, je peux m'amuser à faire virer cette cémentation. Premièrement en faisant des mélanges, des idées de proportion entre le rouge de cuivre et le jaune d'argent. Donc je joue souvent au petit chimiste, mais aussi selon la température à laquelle je vais faire cuire cette cémentation. Où eh bien en fait je sais que va y avoir une dominance de jaune ou une dominance de rouge qui va prendre. Et donc en fait c'est un travail de recherche constante en fait qui sont notés dans un cahier pour me dire j'ai créé telle courbe de cuisson et de là j'ai obtenu tel résultat. Est-ce qu'il me satisfait? Est-ce qu'il me satisfait pas? Est-ce que j'avais tant de proportions de jaune d'argent, tant de proportions de rouge de cuivre? J'étais plutôt sur une cémentation plutôt liquide ou plutôt pâteuse? Enfin voilà, en fait, c'est plein de petits détails qui sont sans cesse notés, qui font que en fait, je peux produire une teinte, mais je ne peux pas reproduire, par exemple, exactement le même échantillon. Parce que, si elle était plus liquide ou plus pâteuse, en fait, ça va pas rendre exactement la même chose. Je vois. Ce que tu appelles exactement cémentation, c'est Oui. quoi? C'est des oxydes métalliques qui sont donc le jaune d'argent et le rouge de cuivre pour le verre, qui vont en fait s'appliquer comme on applique de la peinture. D'accord. C'est-à-dire on va mélanger cette poudre à un liant, donc généralement de l'eau, et on va venir peindre le verre. Et en fait le verre derrière va rentrer en cuisson pour ressortir. Et donc on va avoir cette teinte qui va pénétrer la couche superficielle du verre. Sur le plateau de verre que tu as sous tes yeux, c'est du pur jaune d'argent qui est texturé. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement. La cémentation, c'est cet effet que tu fais de Exactement. coloration du verre en fait. Exactement, qu'on va retrouver D'accord. sur Skyline ou Babylone. Et si tu touches, Ouais. par exemple, le plateau de verre, en fait, tu as juste l'impression de toucher du verre. Enfin, en fait, tu Oui. jamais de surcouche, de surépaisseur. Oui. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, après, il existe dans les peintures pour verre, on va trouver la grisaille et puis Oui. on va trouver les émaux. Mais tous les deux, c'est la grisaille et les émaux vont rester surfaciques. Là où la cémentation, c'est pour ça qu'elle porte un autre nom aussi, c'est qu'elle va vraiment rentrer la couche superficielle du verre. C'est comme si elle tatouait le verre. C'est un tatouage de verre. D'accord. Mais sur Je lequel, vois. en fait, je peux pas, voilà, si on me demande du violet, je suis là, genre, ouais, mais en fait, il n'existe pas de cémentation violette. Ok. Voilà. Ok, donc oui, toi au sein de ton atelier, recherche constante. Oui. Déjà de base pour trouver comment faire justement cette sémentation. C'est des choses qui sont pas accessibles dans les bouquins ou c'est parce que toi tu le veux de manière très spécifique et donc il faut que tu le recrées? Un peu des deux.
On va dire, je vais trouver des renseignements sur la sémentation, mais de manière, assez classique et parce qu'en fait, la sémentation, normalement, donc comme je disais, comme elle date du XIIIe siècle, en fait, c'est une technique qui est issue du vitrail, que moi j'ai en fait, que tout le monde quelque part si quelqu'un a observé des vitraux d'église, généralement, il a vu de la sémentation puisque, c'est ce qui permettait de faire les auréoles de Jésus ou des saints, au-dessus de leur tête. Mais finalement, à part dans ce contexte-là, on la voit jamais et c'est ce qui m'a énormément plu quand j'ai découvert le travail de Sarkis, c'était de me dire qu'en fait, on pouvait utiliser quelque chose de très ancien, quelque chose qui a traversé les siècles, mais en fait de manière très contemporaine. Je pense que quelque part, on réinvente jamais rien, mais c'est pour ça qu'on a aussi ce travail de recherche. C'est finalement, on part toujours de quelque chose qui a existé, qui est là, qui a une tradition. Donc normalement, on est censé blaireauter sa sémentation, etc. Moi, c'est des choses que je ne fais pas du tout. Je me suis approprié cette technique pour développer autre chose. Donc ça, elle s'appelle toujours, c'est toujours de la sémentation, mais je l'utilise de manière vraiment très différente. Je pense que si on me demande de l'utiliser de manière classique, dans le fond, je suis pas complètement certaine de savoir réellement bien faire. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, blaireauter? Blaireauter, donc c'est-à-dire qu'on va appliquer la sémentation avec un pinceau en départ, et puis pour l'uniformiser, on a un espèce de gros pinceau comme un blaireau, finalement un blaireau à barbe. Si on arrive à imaginer un blaireau à barbe chez les hommes, ça ressemble un peu à ça, mais avec des poils qui sont très fins. Et en fait, on vient passer de manière très 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 rapide. On a un espèce de coup de poignet pour étaler la sémentation et faire en sorte qu'elle soit uniforme partout, et qu'en fait on perd la trace du pinceau. Je vois. Très intéressant tout ça et encore une fois, ça montre toute l'expertise matériaux que tu as et que les artisans d'art ont. Quels sont tes projets futurs ou tes envies futures? Donc dans les projets envie future, donc je recommence un travail à nouveau de recherche, c'est très chouette. J'aimerais beaucoup développer la partie, comme je disais précédemment, architecture d'intérieur. Aussi, pourquoi pas faire un peu plus de formation pour montrer aux personnes, faire découvrir finalement le verre plat. Parce que je me rends compte que c'est vraiment un matériau qu'on connaît pas du tout et sur lequel on n'a pas d'imaginaire. On imagine forcément une fenêtre, alors qu'en fait on peut faire beaucoup de choses. Et puis sortir pourquoi pas la prochaine collection parce qu'elle est déjà, j'ai déjà sa thématique puisque pour créer en fait j'ai souvent besoin de m'accrocher à des thématiques contemporaines. Donc la thématique elle est là, les objets commencent à se dessiner dans ma tête et donc pour ça en fait il va falloir que je m'enferme un petit peu comme un ermite pendant 6 mois dans mon atelier pour pouvoir justement faire de la recherche et mettre en place cette future collection. Sur la partie transmission dont tu parlais, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui pour être maître artisane ou maître artisan. C'est un statut qui est délivré, si je me trompe pas, par la CMA, donc la Ouais. Chambre des métiers de l'artisanat. Oui. Pour être maître, il faut avoir transmis. Oui, absolument. Donc toi, comme tu es maître, ça veut dire que tu as déjà transmis. Absolument. C'est vraiment ça, c'est une chose sur lequel ils sont, on va dire, très pointilleux. C'est l'idée de transmettre. Donc après, on peut transmettre de manière très diverse. Moi, j'ai de manière régulière des stagiaires à l'atelier. D'ailleurs, pas toujours des stagiaires dans le verre, des stagiaires qui font d'autres choses. J'ai eu quelqu'un qui faisait de la céramique, par exemple. Voilà. Et donc en fait, ça fait partie des critères. C'est même le critère sur lequel on est titularisé maître. Eh ben, félicitations et merci du coup, parce que c'est important la transmission. Oui, c'est essentiel. Ma technique, j'aimerais bien qu'elle soit transmise, mais qu'en fait que quelqu'un d'autre se l'approprie. Je pense que souvent on a peur dans nos métiers de toujours se dire ah mais oui mais peut-être qu'il va me copier ou peut-être que alors qu'en fait je pense que oui bien sûr la copie existe évidemment ça là-dessus je peux pas dire mais il y a une forme d'âme aussi qu'on met dedans et ça en fait on peut utiliser la même technique mais on peut ne pas y mettre la même âme. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, moi, je suis pas créatrice, donc j'ai moins de légitimité pour parler de ce genre de choses. Mais c'est ce que j'ai tendance à dire aux gens qui sont frileux de partager leur travail, leur recherche, ne serait-ce que tu vois, de publier leurs résultats de recherche. Mmh. Je dis, mais en fait, si quelqu'un te copie, il y a deux choses. Un, ça veut dire que ton travail vaut la peine d'être copié, donc c'est du très bon travail. Deux, je prends toujours cet exemple, c'est comme McDonald's et Burger King qui se font la course. Burger King restera toujours deuxième à partir du moment où il ne fait que
considérer que McDonald's est le premier. Bon, alors c'est un très mauvais exemple, parce qu'on parle quand même de fast-food. Mais en fait, c'est ça. Et enfin, moi qui ai fait école de commerce, c'est un truc qu'on t'apprend en école de commerce, c'est que le suiveur ne pourra jamais devenir leader s'il continue de copier le leader. Et Oui, c'est exactement pareil dans la création. C'est que oui, si quelqu'un passe son temps à copier, jamais cette personne sera reconnue pour, justement, comme tu dis, son âme, sa personnalité. À un oui, moment, ça va craquer. À un moment, c'est obligé. oui. On est dans un monde quand même où beaucoup de choses ont été créées, soyons honnêtes. On recrée. Oui, Mais je pense que dans le fond, par exemple, je vais reprendre mon rapport à Sarkis. On pourra me dire, je copie Sarkis. Alors, moi, je fais des empreintes de fleurs, lui, il fait des empreintes de doigts. Ok. Mais en fait, c'est la manière dont chacun s'est approprié, chacun en a fait quelque chose. Et je pense que, alors Sarkis, c'est juste un artiste plasticien, il n'est pas verrier. Donc lui, il a fait ses empreintes. Enfin voilà, ça a été son idée pour cette abbaye, pour montrer les multitudes de personnes peut-être présentes. Je sais pas quel est le message de ces milliards d'empreintes de doigts. Là où, en fait, je suis allée, c'est-à-dire en fait, voir ce qu'il avait fait m'a permis d'avoir le déclic en me disant cette technique, je pense qu'en fait on peut réellement en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait on peut réellement la sortir des églises, on peut la ramener dans quelque chose de très contemporain. Ce n'est pas parce que c'est traditionnel que pour autant en fait ça n'a plus de valeur. Et je pense qu'en fait mon travail pour ma part de recherche, de création, c'est justement en fait de l'avoir sorti, de l'exploiter, d'être perpétuellement sur comment l'appliquer. Aujourd'hui, c'est des empreintes de fleurs sur le plateau de bureau que tu as sous les yeux, c'est au travers de l'inogravure, c'est tous les défauts qu'elle va transparaître. On va dire c'est ça ce que je vais amener et ce que je vais chercher dedans. Et donc en fait, on pourra copier peut-être ce que je fais, peut-être prendre la sémentation, peut-être jouer aussi à nouveau d'empreintes diverses et variées. Mais dans le fond, en fait, c'est quelle est cette âme en fait qu'on rajoute à l'intérieur. Et ça, je pense que dans mon travail, en tout cas, on peut pas confondre, par exemple, mon travail avec celui de Sarkis. oui. Et l'un n'est pas ni meilleur. Enfin voilà, on a tous les deux la même technique, mais on a tous les deux raconté autre chose au travers de la même technique. C'est ça aussi. Et personne n'a copié personne dans le fond. Mm. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de. Si, moi je trouve ça très clair et je trouve ça très vrai. Mais après, bon, il y aura toujours des frileux et il faut juste que ces frileux n'aient pas peur de transmettre parce que on est dans un moment, je dirais, de l'artisanat. On est dans une époque où en fait on sort d'une période de non-transmission où il y a beaucoup d'artisans d'art qui me disent, ben ça s'est su, mais ça ne se sait plus et je passe du temps à retrouver parce que ça ne s'est pas transmis. Oui, Donc c'est un vrai problème. oui, 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 Transmission. complètement. Eh ben écoute, c'est une très belle transition pour le mot de la fin. Super. Alors c'est une question sur pas seulement toi, mais vraiment en général ton métier ou même l'artisanat d'art. Mhm. Que souhaites-tu pour le futur de ton métier? J'aimerais que ça soit pas juste un phénomène de mode. Je sais pas comment comment. Si, je comprends. J'espère que il va y avoir un vrai retour profond à l'artisanat, à la main, à regarder la matière autrement. Et je pense que tout à l'heure j'en parlais en disant on regarde plus le verre, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de matières finalement qu'on finit par ne plus regarder. Parce que tout ça, ce sont des choses cachées. Et en ça, je pense que on est des petits flambeaux parce qu'en fait, au travers de nos métiers, on redonne à voir la matière. Et ça, c'est important. Et j'espère que aujourd'hui, je perçois dans la société quelque chose qui commence à se modifier, et à se sensibiliser à ce niveau. Et j'espère que ça va continuer et que c'est pas genre juste un phénomène de mode qui à un moment va s'endormir. J'espère qu'on va réapprendre à regarder la matière et toutes les matières autour de soi différemment. Je rentre dans un immeuble, je vois des vitraux, bah je mets un peu plus de temps à arriver chez mes potes parce que j'ai regardé les vitraux. Comme tu dis, tu vois, il y a la matière, elle nous entoure et parfois on a tendance à oublier justement que ben dans un musée, même je suis même du genre à moins regarder les peintures que les cadres parce que je trouve ça fascinant, la dorure, les cadres, Complètement. tout ce qui entoure en fait, tout ce qui nous entoure et il y a des bâtiments où le musée Rodin est un très bon exemple. Ce bâtiment est magnifique. Complètement. Finalement, le thème du musée oublie peut-être un peu la beauté du bâtiment.
complètement. Mais je pense que c'est quelque chose, par exemple, quand je me suis initiée à la feuille d'or et ça a été vraiment un concours de circonstances parce qu'en fait, je n'étais pas du tout sensibilisée à ça. Il m'a fallu donc 29 ans pour comprendre que, par exemple, derrière, les grilles dorées du château de Versailles, en fait, il y avait quelqu'un qui avait posé cette feuille d'or. Genre, la grille, elle est pas arrivée comme ça dorée. Et se mettre à regarder autrement les choses, moi, c'est ce qui a été mon déclic. C'est de me dire, ah ouais, mais en fait, il y a quelqu'un qui fait ça. En fait, il y a un métier qui se cache derrière. En fait, il y a des gens qui, depuis que le château de Versailles existe, qui entretiennent ces grilles pour y poser de la feuille d'or. Donc en fait, ce que tu souhaites, c'est continuer dans cette nouvelle relation à l'artisanat et que ça aille encore plus loin dans une nouvelle façon de voir le monde. Ouais. Eh ben écoute, c'est une très belle façon de finir cet épisode de podcast. Je souhaite à tout le monde d'ouvrir les yeux et de voir que beaucoup de beau nous entoure. Tout à fait. Je te remercie, Aurore, pour ton temps, pour cette visite marseillaise. Et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, Lisa, pour ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce deuxième épisode avec Aurore vous aura plu. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur la sémentation, je vous invite à télécharger le carnet des innovations sur le thème du verre pour y découvrir ses recherches. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.